Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, après un bon moment, je vais enfin pouvoir parler euh, de la deuxième partie du cours magistral numéro 4 d'attribution causale, enfin du quatrième cours magistral, c'est mieux dit comme ça. C'est vrai que la première vidéo, je l'ai faite il y a maintenant presque une semaine, je crois. En tous les cas, mieux vaut tard que jamais. Voici la deuxième partie et je commence tout de suite la vidéo. Face au type d'attribution particulier, donc interne, stable et globale, responsable de l'impuissance acquise et en partie de la dépression d'après Abramson. Donc là déjà, si vous ne comprenez pas, je vous invite vraiment à regarder la première partie du quatrième cours magistral. Des thérapies attributionnelles ont vu le jour pour aider les individus avec ce style attributif. Je rappelle juste que c'est un style attributif, tout simplement une tendance pour une personne à donner un certain type d'attribution. Autrement dit, les personnes avec le style attributif, enfin certaines personnes ont un style attributif qui tend à souvent donner une cause interne stable et globale. Donc c'est tout simplement un style attributif considéré comme très pessimiste. Alors le but de ces thérapies est de modifier les attributions causales des individus. On cherche à donner une explication plus contrôlable, instable, spécifique, voire externe si possible. Par exemple, lorsqu'un enfant rate son contrôle de maths, et l'explique en disant qu'il est mauvais en tout, ou bon en rien, selon l'expression que vous préférez, le thérapeute ou l'expérimentateur peut aider à modifier l'explication donnée. Donc par exemple, il peut lui dire, mais en fait, c'était pas bon en rien, c'est juste ce contrôle qui était particulièrement difficile. Donc là, on donne une cause externe. Par exemple, si par exemple le thérapeute dit, mais en fait, tu n'échoues que rarement en maths, ça veut dire que ça met un côté instable à la situation. C'est pas lui qui est mauvais, c'est juste là, parfois, ça arrive qu'il se rate, quoi. Et encore, il peut dire, par exemple, que c'est uniquement sur ce chapitre que tu as eu des difficultés. Donc là, ça met un côté spécifique, ce qui vient contrebalancer, enfin, contrer l'argument à la base globale. Donc bon, en rien, là, c'est uniquement sur ce chapitre, donc ça ajoute du spécifique. Merci, Word. Voilà, il faut bien évidemment rester pédagogique et rationnel dans les nouvelles attributions données. Donc forcément, c'est pas que du externe. On peut pas dire bah, si t'as eu 0, bah, c'est à cause de la prof, elle est méchante. Enfin, faut rester rationnel là-dessus. Ce type d'attribution que l'on cherche à modifier peut impacter les attentes, la motivation ou encore l'estime de soi. Donc on peut dire que ce pattern attributionnel, donc pattern, c'est l'ensemble des caractéristiques de cette attribution, donc interne, stable, incontrôlable et global, n'est pas très adaptatif. Donc effectivement, si à chaque fois on justifie par ce type d'attribution et que ça nous impacte sur notre estime de soi, motivation, nos attentes, c'est sûr que ça va pas aller en s'arrangeant en ce qui concerne diverses conséquences sur les futures performances. Alors la thérapie se passe toujours en trois phases. Il y a une première phase d'identification de problème, une phase de mise en place d'un protocole et son application, et pour finir, une phase de mesure des effets. Donc oui, on mesure beaucoup dans cette thérapie. Ça me fait un peu penser, pas au TCC, mais il y a un peu un point commun où c'est un peu strict, on mesure beaucoup, quoi. Alors, d'ailleurs, j'aurai un exemple bientôt. Alors, ainsi, de nombreuses expérimentations utilisant les thérapies attributionnelles ont été effectuées depuis les années 70. Alors, nous allons ici nous intéresser à celle de Joy Cox et ses collaborateurs, une petite expérimentation qui date de 1994. Alors, dans cette expérience, on a 143 sujets de 10 à 13 ans avec des cycles de dépression qui ont été sélectionnés. Alors, des conséquences scolaires et d'affiliation sont aussi présentes. Donc, conséquences scolaires, il peut être en difficulté, voire en échec. Voilà, l'échec, c'est quand même extrême. Problème d'affiliation, c'est tout simplement lorsqu'il a des difficultés, par exemple, à se faire des copains, à se sentir appartenir à un groupe. Bref, c'est un peu l'isolement, solitude.
Et donc là, petite image qui vient reprendre le déroulé de l'expérience. Hop, la voici. On a une phase de recrutement, une phase de pré-test où on mesure, une phase de post-test où on mesure, une phase de suivi où on mesure 6 mois plus tard, où on remesure encore une fois, pour voir en fait si la remédiation a un impact sur le long terme. Alors qu'est-ce qu'on mesure? On mesure à partir de la CDI et de la RCDS la quantité de symptômes et leur fréquence. Donc là, c'est l'enfant qui mesure, enfin, c'est l'enfant qui répond lui-même au questionnaire, donc là, c'est de l'auto-perception. Il y a aussi une part d'hétéro-perception avec le CBCL, donc là, c'est les parents qui, viennent, viennent expliquer, enfin, je sais pas comment dire. Bref, c'est des situations du quotidien qu'ils viennent dire dans le questionnaire. Par exemple, si l'enfant est souvent triste, selon eux, selon leur point de vue, d'où l'hétéroperception. Il y a aussi un petit questionnaire à la maison fait par Joy Cox et ses collaborateurs, dans laquelle en fait ce sont les enseignants qui donnent dans ce questionnaire des comportements de l'enfant à l'école. Et pour finir, on a le casque créé par Seligman et quelqu'un d'autre. Et vous voyez Seligman, il est connu maintenant, on a déjà bien bossé sur lui. Seligman, pour mon souvenir, moi c'est pas compliqué, c'est tout simplement celui qui a torturé des chiens. Voilà. Là c'est le truc le plus simple. Seligman, tortureur de chiens, voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, fin de la parenthèse, le casque permet de mesurer le mode d'attribution de l'enfant, donc simplement ses attributions sont dans l'ensemble plutôt optimistes ou pessimistes. Bien évidemment, le but, c'est de tendre vers l'optimiste, sachant que bien évidemment les causes internes, stables, globales et incontrôlables, bien évidemment ça c'est le pessimiste du pessimiste, ça c'est le pire, voilà. Alors du coup, il y avait une phase de remédiation, parce que là j'ai parlé de quoi on calculait, mais la phase de remédiation est tout aussi importante. Donc la phase de remédiation traitait des aspects cognitifs et sociaux. Voilà, donc le but de ces deux aspects-là, si c'est le même en fait, c'est d'augmenter la flexibilité attributionnelle du sujet, enfin de l'enfant. Et donc en fait, c'est tout simplement voir différemment donner des événements, enfin donner des explications différentes aux événements, et tout simplement qu'il arrête d'être constamment sur des explications internes, stables, incontrôlables et globales. Voilà. Pour petit à petit aller vers des modes d'attribution plus positifs. Alors, on a un petit résultat. Je dois avouer que c'est pas bien complet. Je comprends pas trop pourquoi. Mais on avait juste eu ça, petit graphique dans le diapo. Finalement, la phase de remédiation a porté ses fruits avec une diminution durable. Donc, autrement dit, au post-test et au suivi, il y a une augmentation. Enfin, une augmentation, il y a une diminution des symptômes, donc la CDI, voilà, qui mesurait les symptômes dépressifs. Ils ont donc diminué sur le long terme grâce à la thérapie attributionnelle finalement. Alors de nombreuses autres expériences ont été menées, dont une de Perry et ses collaborateurs en 2016, qu'il faut aussi connaître il me semble, mais je n'en parlerai pas plus. Tout simplement parce que je pense qu'elle est plutôt simple à comprendre, donc je ne suis pas trop penché dessus, et je pense que pour moi le plus important, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre quel est le but, le moteur en fait de ce type de thérapie. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on est déjà bon. Surtout qu'avec Joy Cox, on a déjà un exemple. Et je pense que c'est déjà suffisant pour illustrer si jamais dans un examen on doit en parler. N'empêche qu'il faudrait quand même que je retravaille sur Perry et collaborateurs. C'est la dernière expérience du cours magistral qui avait été présentée. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.